Donc, la question que j'ai posée, parce je voulais faire essayer de voir pourquoi ou peut-on vraiment le proposer à tout le monde. La question que je pose, c'est est-ce que c'est la nouvelle panacée de l'HBP? Alors, la panacée, vous savez, c'est une déesse grecque, et puis étymologiquement, ça veut dire tout, pan, tout, et akos, remède. Et donc, a-t-on trouvé le remède universel pour toutes les formes de l'HBP avec le résumé? Alors déjà comment ça marche, mais bon vous le savez déjà, c'est une technique qui est ablative, ça c'est un mot important, c'est mini-invasif ablatif, on enlève du tissu. On injecte de la vapeur d'eau à plusieurs endroits de la prostate, selon le volume, c'est pas très long, ça dure 10 minutes, on peut le faire en ambulatoire et les anglo-saxons le font même en consultation. Les avantages, c'est qu'on peut traiter des lobes médians, ce qui n'est pas le cas avec les autres, avec l'urolith notamment, mais par contre on a une sonde urinaire, c'est 1 jour par 10 grammes, prostate de 90 grammes, ça peut faire 9 jours. Bon, ça ressemble un peu à ça, mais je pense que vous avez tous déjà vu. Je vous le montre juste, hop, je sais pas si je peux avancer le film, mais peu importe, voilà, on pique à des endroits spécifiques en restant loin du col, loin du verru, on injecte de la vapeur pendant 9 secondes, on fait ça un peu partout, et après on attend que ça nécrose dans les semaines qui suivent. Voilà, juste, hop, est-ce que ça pique ? Oui, ça pique, on injecte, on voit que la muqueuse va se gonfler un petit peu, il y a la vapeur qui se propage dans l'adénome. Voilà. Est-ce que ça marche? Bah oui, il y a des études randomisées contrôlées, en tout cas que je vais vous présenter. Celle-ci, c'était la première, c'est contre eux. Est-ce que ça marche? C'est par rapport à si on fait rien, si on simule une intervention. Bah oui, ça marche. On a une réduction du score IPSS de 51% à 24 mois, avec 84% des patients qui ont une diminution de plus de 5 points d'IPSS et 74% qui ont une diminution de plus de 8 points d'IPSS. Est-ce que ça dure dans le temps? On a un recul de 5 ans. Le taux d'efficacité est maintenu à 5 ans avec un taux de réintervention chirurgicale d'à peine 4%. Et une reprise des traitements médicamenteux, on en parlait tout à l'heure, de 6,7%, mais c'est comme on l'a vu, c'est quelque chose qu'on retrouve avec toutes les techniques, et les éjaculations étaient préservées avec les scores où il n'y avait aucune diminution significative. Alors, bon, donc quand on le compare avec rien du tout, ça marche. Quand on le compare avec une RTUP, est-ce que ça marche? Étude randomisée contrôlée, cette fois-ci on a une marge de volume prostatique entre 50 et 120 cc, 2 ans de suivi versus RTUP bipolaire. Qu'est-ce qu'on a? La RTUP fait mieux sur l'IPSS, le Qmax, la qualité de vie, le résidu, le volume prostatique et la diminution du PSA. Par contre, elle fait moins bien sur le score IUF où la RTUP va l'altérer alors que le Rhizome va l'améliorer. Donc ça, c'est un point très important et c'est ça qu'il faut qu'on dise à nos patients. On fera moins bien qu'une RTUP concernant la correction fonctionnelle de l'HBP. Mais par contre, on a des chances de très bonnes chances de préserver les éjaculations. Pareil, la durée de sondage, évidemment, était courte pour la RTUP bipolaire et potentiellement longue pour le Rhizome en comparaison. Par contre, on gagnait sur le temps opératoire et le temps d'hospitalisation qui était largement à l'avantage du Rhizome et seulement 2% de troubles éjaculatoires. C'est pas zéro, c'est 2%. Donc ça existe sous Rhizome. Alors est-ce que c'est plus efficace que le médicament? Parce qu'on essaie de positionner ça un peu dans tout le spectre de ce qu'on peut offrir aux patients. Du coup, en fait, on redéterre nos super études comme MTOPS, en l'occurrence, ou PLES, voilà, des très belles séries où on a du recul sur ce qu'on fait dans la vraie vie, finalement. À quoi s'attend-on avec un IPSS à 3 ans? Pour le Rhizome, quasiment 11 points d'amélioration de l'IPSS. L'alpha bloquant 8,7, c'était significativement à l'avantage du Rhizome. Pareil pour le finastéride, par contre, on fait exactement la même chose avec une bithérapie. Est-ce que en tout cas dans cette étude-là, il n'y avait pas d'amélioration? Par contre, le Rhizome diminuait le risque par rapport aux médicaments d'avoir recours à une chirurgie de l'HBP et à la survenue d'une rétention aiguë d'urine par rapport aux médicaments. Et puis la fonction sexuelle était bien mieux préservée puisqu'on n'avait pas les effets secondaires, même si pas si fréquents que ça, des traitements de l'HBP. Alors, est-ce que les patients sont contents? Cette étude, c'est du faible niveau de preuve, mais j'ai bien aimé parce qu'ils utilisaient la Decision Regret Scale, donc une espèce de score pour dire le regret, le choix thérapeutique. En fait, ce qui m'a interpellé, c'était que le score moyen de regret était plus élevé pour les mystes, là on ne parle pas que du Rhizome, c'est tous les mystes, par rapport à la RTUP. C'est bizarre, alors qu'on est censé mieux préserver la qualité de vie. Il y a une amélioration aussi moindre de l'IPSS, et ils ont vu qu'il y avait une corrélation entre les deux.
Principale cause de regret, alors je parle pas que pour les MIST, hein, c'était en général le manque d'efficacité, ou l'apparition de nouveaux symptômes, ou les complications post-opératoires. Eh ben, ça met le doigt sur un truc, c'est qu'on n'informe pas bien nos patients. C'est-à-dire que là, probablement qu'on minimise les complications qui sont induites par les MIST, ce qui veut dire que les patients vont être déçus. On leur dit ça va être super, ça va se passer comme sur des roulettes. Ben, ça peut ne pas être le cas. Et ben ceux-là vont être déçus, ils vont regretter. Et puis aussi, on ne leur dit pas assez que c'est moins efficace que les traitements standards. Et ça aussi, il faut être très au clair là-dessus. Et un patient mal informé, c'est un patient qui va être déçu. Ça ne veut pas dire que le traitement est moins bon, ça veut dire que c'est à nous de faire le boulot correctement. Ensuite, est-ce que c'est adapté à toutes les tailles et à toutes les formes? Eh ben, bon, l'indication de l'HAS, c'est entre 30 et 80 millilitres. C'est ça qui est indiqué en France. Pour les lobes médians, en fait, ce qui est pas mal, c'est que oui, on arrive à traiter. Donc ça, on le sait parce que dans toutes les études randomisées contrôlées, les deux notamment que je vous ai citées, il y avait une fraction non négligeable de patients avec des lobes médians. Donc oui, on les traite les lobes médians. Il suffit de piquer dedans, et on voit ici d'ailleurs que le lobe médian a disparu après. Donc ça, c'est pas le problème. Ensuite, il y a question qui se pose, c'est le volume. Est-ce que c'est une limite? Donc là, on manque de niveau de preuve, mais on a quand même une méta-analyse, mais dont le gros de la cohorte, c'était 11 études rétrospectives. Ça nous dit quoi? C'est que malgré tout, on y arrive. Avec un suivi de 6 mois, on améliore l'IPSS, le QMAX, le RPM, et on ne détériore pas la fonction sexuelle, y compris pour des prostates de plus de 80 cc. Cette étude qui n'était pas dans la méta-analyse, elle est rétrospective, mais elle a eu le mérite de confronter, de comparer les moins de 80 avec les plus de 80. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré qu'à 12 mois, après 12 mois, les améliorations IPSS et QMAX étaient similaires, mais par contre, dans les prostates de plus gros volume, le sondage était plus long, jusqu'à 9 jours, en moyenne, hein, qui avait plus d'infections et plus d'infections urinaires et de sepsis urinaire, et que le taux de retraitement, même si là c'était pas significatif, avait tendance à être supérieur. Donc traiter une prostate de plus de 80 cc, c'est pas anodin. Et clairement, on fait moins bien qu'avec une prostate de moins de 80. Autre étude, et celle-ci rétrospective mais comparative, et cette fois-ci avec un suivi de 4 ans, donc c'est bien. Les grosses prostates c'était de 80 à 120 et les petites c'était moins de 80. Et donc là on avait une amélioration qui était clairement moins performante en cas de grosses prostates sur QMAX, IPSS, RPM, etc. Le sondage était plus long et il y avait un taux de retraitement qui était de 15%. Qui était de 15% sur les 4 ans. Donc clairement, le volume, si l'HAS a mis une limite de volume, c'est pas pour rien. Mais je reviens sur cette étude-là, cette méta-analyse, c'est ça qui a permis très récemment, c'est je crois il y a quelques semaines, une extension de l'indication par la FDA à 150 cc, du fait de cette méta-analyse. Est-ce qu'on y adhère? Je ne sais pas, parce que le niveau de preuve reste malgré tout faible. Est-ce que c'est efficace pour le sevrage de sonde? La réponse est oui, mais là on est encore que dans du rétrospectif. Mais malgré tout, 89% de sevrage de sonde chez des patients qui ont la soixantaine, 250 patients, voilà, avec seulement 4% d'échecs à la deuxième tentative à J14. Donc on y arrive en tout cas. Pareil dans cette étude, là c'est une étude rétrospective comparative appariée à la RTUP de non-infériorité, et oui, on a fait aussi bien avec le Rhizome qu'avec la RTUP dans cette étude rétrospective comparative. Par contre, il y avait de moins bons résultats, ce qui confirme l'étude randomisée contrôlée qu'on a citée avant. On fait moins bien en termes de correction des symptômes. Mais on avait un taux similaire de reprise d'émission. Qu'est-ce qui se passe à plus long terme? On ne sait pas. Peut-être qu'il va falloir quand même les réséquer, on ne sait pas. Par contre, il y avait moins de sclérose du col avec le Rhizome par rapport à la RTUP. Autre question, combien de temps pour récupérer après Rhizome? Clément va vous en parler, mais il y a l'étude CLEAR. Ça aussi, il faut le dire aux patients. Il y a différentes alternatives dans les traitements mini-invasifs. Là, ça a été comparé en randomisé contrôlé l'Urolift avec le Rhizome. Et ce que dit cette étude, qui n'est pas encore publiée, mais qui a été communiquée à la UA, c'est qu'on a une moins bonne récupération immédiate avec le Rhizome comparé avec l'Urolift, où rapidement on arrive à une correction significative de l'IPSS et une disparition de la plupart des symptômes qui, eux, peuvent persister du fait du mécanisme intrinsèque du fonctionnement du Rhizome. On attend une nécrose, c'est comme l'embolisation de prostate. On n'est bien que quand la nécrose est passée. Est-ce adapté aux patients fragiles? Alors la réponse est oh que oui, et je suis en CHU et ça nous rend bien service. Donc là, âge moyen des patients 80 ans,
Regardez, ASA 3, 71%, ASA 4, 19%. Ils ont pu être faits en ambulatoire. Succès de miction spontanée, c'est des patients en rétention chronique, 78%. Et les patients ont bien survécu, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de complications majeures, que des Clavien 1 et 2. Patients sans sonde à 3 mois, 93%, 91% à 12 mois. Même malgré tout, quand on regarde l'étude, beaucoup de patients sont morts, hein, de mort naturelle compte tenu de leur âge dans le suivi. Donc la population à 12 mois est pas si importante. Ben, en fait, ils sont morts sans leur sonde. Ils sont morts sans leur sonde, et c'était ça qui était important. En résumé, est-ce que c'est la panacée ? Normalement, je devais dire que non. Hein. Donc, est-ce que c'est la panacée ? Et du coup, pour qui c'est ? Bah, moi, je dis Aristote, le juste milieu, et Sénèque, craindre avant qu'il ne soit nécessaire, c'est craindre trop. Je m'explique. Donc, homme de plus de 50 ans, volume entre 30 et 80 cc. Pour le moment, je pense que les arguments pour aller au-delà ne sont pas encore suffisants. Avec ou sans lobe médian, ça c'est bien, on n'a pas de limite sur la forme. Arrêt au refus des traitements médicamenteux, refus du traitement chirurgico classique. Accepte les résultats fonctionnels moins performants, et pour les accepter, il faut les informer. Donc c'est une décision éclairée. Et souhaite limiter le risque de complications, parce que oui, ça se complique moins. Et limiter les risques de séquelles sexuelles, oui, même si c'est pas du 100%, c'est du 98%, c'est du 97%. Ensuite, il y a les patients fragiles, ça aussi, c'est une super indication. Les patients qui vont avoir un risque opératoire, un risque anesthésique, c'est faisable sous anesthésie locale ou sédation légère, et aussi ça peut servir pour le sevrage de sonde, justement dans cette population-là en particulier. One size doesn't fit all, clairement. Mais c'est un outil.